bonsoir à tous. À la une de ce journal, un ministre de la République lâché de toutes parts subit les foudres des critiques. Le SDF dénonce des propos antisémites graves et inacceptables de Jean de Dieu Momo contre une communauté camerounaise et le peuple juif. Le gouvernement dos au mur s'est désolidarisé des propos de son ministre, des propos jugés inacceptables par le gouvernement. Les regrets présentés à l'État d'Israël n'ont pas calmé la colère de l'opposition. Vous les écouterez dans ce journal. Exiger des sanctions politiques et des mesures urgentes pour stopper cette stigmatisation tribale au Cameroun. À une semaine de la fête de la jeunesse, leur épanouissement social s'est brisé dans ce pays où les conditions de vie et de travail sont intenables pour des jeunes vendeurs à la sauvette et des jeunes ouvriers agricoles. À partir de ce soir, vous suivrez les conditions auxquelles sont confrontés les jeunes Camerounais, conditions de vie et de travail très difficiles. Nous vous les raconterons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après les propos controversés du ministre Jean de Dieu Momo, la classe politique est sortie de sa réserve. Le SDF qui dénonce des propos antisémites graves, inacceptables et inexcusables d'un ministre jugé irresponsable, selon les propos du premier vice-président du SDF, le député Joshua aussi, qui exige la démission de Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Le gouvernement, lui aussi, a trouvé ces propos inacceptable. Cependant, il fait savoir qu'il s'agit d'un responsable politique et non d'un membre du gouvernement qui s'est exprimé sur les antennes de la télévision publique. Le gouvernement qui a présenté ses regrets à l'État d'Israël. Pour autant, l'opposition exige des sanctions politiques à l'encontre de ce membre du gouvernement. Des réactions croisées dans ce reportage que signe Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le gouvernement de la République du Cameroun tient à souligner que le responsable politique concerné s'exprima à titre personnel. Cette sortie est celle du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué publié après l'indignation de l'ambassade d'Israël au Cameroun, suite aux propos tenus à la télévision par Jean de Dieu Momo, se référant à une période douloureuse du peuple juif. Dans ce même communiqué, le ministre de la Communication indique que le gouvernement camerounais déplore vivement les propos inappropriés de la dite personnalité et s'en dissocie totalement. Plus tôt dans la soirée de lundi, il y a eu la réaction de Joshua aussi, suite à ces mêmes propos de Jean de Dieu Momo. Le député du SDF à l'Assemblée nationale, lui, ne parle pas de Jean de Dieu Momo, président du PADEC, mais du ministre délégué auprès du ministre de la Justice du Cameroun. Le premier vice-président du SDF qualifie les propos de Jean de Dieu Momo d'inacceptables, insupportables et inexcusables. D'abord, contre cette communauté camerounaise citée. Ensuite, contre le peuple juif. Joshua aussi écrit également que Paul Biya gagnerait à savoir que la République du Cameroun est au-dessus des hommes pris individuellement. Pour le premier vice-président du SDF, à défaut de démissionner dans l'urgence, Jean de Dieu Momo, Paul Biya doit démissionner lui-même pour l'intérêt des deux peuples et des deux États. Alice Sadio et l'Alliance des forces progressistes se disent plutôt scandalisés par le communiqué du gouvernement camerounais qui n'a point fait cas du parallèle établi par Jean de Dieu Momo entre cette période douloureuse du peuple juif et la menace qui pèserait sur la communauté camerounaise qu'il a évoqué. La météo politique est loin d'annoncer une atmosphère paisible au Cameroun. Et voilà ce rapport du célèbre journal de Économiste qui classe le Cameroun parmi les régimes totalitaires et dictatoriaux selon un classement effectué sur la base des principes démocratiques observés à travers le monde. Et la classe politique qui a réagi, le RDPC rejette ce rapport qui classe le Cameroun parmi les régimes totalitaires dans le monde. Et pourtant, l'opposition estime que ce rapport est bien fondé au regard des multiples entraves aux principes démocratiques au Cameroun. Reportage Kediara. Le Cameroun classé 35e dictature dans le monde. C'est le bilan d'un récent rapport rendu public par The Economist Group sur l'indice de la démocratie. Il en ressort que sur 167 pays évalués, le Cameroun trône à la 132e position, ce qui fait rentrer le pays dans la zone sombre des régimes autoritaires avec 51 autres pays parmi lesquels la Chine. Interrogé sur la question,
L'honorable Marlise Doualabel, militante au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, s'exprime. De moins en moins, je suis en accord avec ces institutions qui jugent, qui évaluent, qui tirent les conclusions. Si certaines personnes ont l'impression que les progrès que nous avons eu à faire sur le plan des libertés sont en régression, il faut qu'ils intègrent le contexte. Un contexte rendu compliqué par les différents mouvements de revendication qui paralysent le pays, la guerre contre Boko Haram, mais surtout les élections. Pour elle, de nombreuses avancées ont été enregistrées ces dernières années en matière de liberté. Je pense qu'on a avancé en matière de liberté. Maintenant, il y a des secteurs précis sur lesquels on peut avoir à redire. Il serait donc radical d'affirmer que le Cameroun est une dictature. Elle va plus loin et soulève le sujet de la neutralité des différents observatoires qui produisent les rapports par lesquels, souvent à tort, de nombreux pays sont jugés dans le monde. Les observatoires qui existent sont souvent à la solde de ces institutions étrangères pour avoir des financements, pour avoir du soutien, pour avoir de l'expertise, pour être accompagné. Souvent, on a besoin d'aller dans le sens qui plaît à ces institutions. Donc du coup, nos observatoires à nous n'ont pas toute la neutralité qu'on se serait attendu à avoir. Un point de vue qui n'est pas très éloigné de celui de Cyril Sambaka, vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Il pense lui aussi que le contexte pèse de tout son poids sur la démocratie au Cameroun. On peut parler, on peut dire un certain nombre de choses quand il n'y a pas des élections en vue. Mais dès qu'approchent les élections, tout se durcit au niveau du gouvernement et tout se met en route pour conserver le pouvoir. C'est la raison pour laquelle on peut estimer que la démocratie est de façade. Une démocratie qui, au vu des événements enregistrés au cours de ces dernières années, tend à reculer plutôt qu'à se perfectionner. Disons qu'il y a tous les éléments qui sont réunis pour dire que le pays a une dictature. On n'arrive pas, les partis d'opposition, à faire des meetings. Nous n'arrivons pas à faire des marches de protestation, quand bien même elles sont pacifiques. On estime que c'est dangereux. Quand on voit comment est-ce qu'on impose aux Camerounais de supporter l'insupportable, ça, on peut assimiler cela à la dictature. Et quand on voit, en plus, que nous avons un pouvoir qui dure depuis plus de 36 ans, ce sont des éléments qui amènent à la dictature. Parce que, voyez-vous, l'alternance n'étant pas possible, ceux qui sont en position de pouvoir dictent leurs lois, inspirées de la colonisation. Pour mémoire, l'indice de la démocratie est un classement créé en 2006 par un groupe de presse britannique. Le rapport de 2018 concerne 167 pays, dont 165 de l'Organisation des Nations Unies. Dans ce rapport, la Corée du Nord est classée le régime le plus autoritaire de la planète, suivi de la Syrie, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine ainsi que le Tchad sont les pays d'Afrique qui se retrouvent dans le top 10 de ce même rapport. Et à propos du principal challenger de Paul Biya à la dernière élection présidentielle, son porte-parole a tenu à faire des précisions sur l'initiateur de la grève de la faim. Sur son compte officiel, Bibou Nissak fait savoir que c'est plutôt le professeur Alain Fogué et non le président du MRC qui a initié la grève de la faim au GSO. Selon Bibou Nissak, le trésorier national du MRC est amaigri, méconnaissable et affaibli depuis qu'il a entamé cette grève de la faim dans les locaux du GSO. Les autorités policières où sont gardés ces responsables politiques du MRC n'ont ni confirmé ni infirmé cette information. Le gouvernement est-il impuissant devant l'aggravation du déficit de la balance commerciale au Cameroun ? Le sujet était au centre de la première session ordinaire du conseil de cabinet du gouvernement John Gouté. Et vous l'avez observé, cette dépendance de l'économie camerounaise est révélatrice
de l'inefficacité des stratégies de développement des filières agricoles au Cameroun. Du coup, le pays dépense des centaines de milliards de francs CFA pour importer et consommer des produits alimentaires. Comment inverser la tendance? Élément de réponse avec Eric Ouattat et Donald Brice Kamgan. L'inquiétude est officielle, le ministre des Finances l'a exprimé jeudi en conseil de cabinet. L'UPMOTASE signale que la balance de paiement du Cameroun révèle une détérioration progressive du déficit de la balance commerciale des biens et services. Structurellement, explique le ministre des Finances, la situation est liée à l'accélération des dépenses d'importation des biens sur la période 1996-2018. Parmi les biens concernés, les matériels d'équipement, les produits ménagers, alimentaires, les services entre autres. Au premier trimestre 2018, l'Institut national de la statistique notait déjà que les importations étaient en hausse de 12%, tandis que les exportations baissaient de 3%. Pour beaucoup d'analystes, le secteur public lui-même favorise l'extraversion de l'économie, l'une des causes du déficit de la balance commerciale. Selon certaines indiscrétions, les chaussures de sécurité, c'est-à-dire l'habillement de ce personnel en tenue, a coûté près de 92 milliards de francs dans le budget de l'État 2017, ce qui est énorme. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui que quand on voit cette balance de paiement très déficitaire, qu'on puisse penser que c'est le secteur privé seul qui doit pouvoir faire des efforts. L'autre facteur, c'est la quasi-inexistence d'un tissu industriel local, mais au-delà, les experts plaident pour une loi d'orientation du contenu local afin de réduire les dépenses d'importation. Si, dans le cas du contenu local, on décide par exemple qu'il est interdit aux services publics de consommer par exemple des produits de bois, je veux parler des chaises, des tables qui soient importés, alors ça devient une loi. Et puis on dit qu'un ministre ou bien un maire ou je ne sais pas quel responsable de service public qui achèterait un meuble de l'étranger serait sanctionné. Ce qui permet que même les mairies orientent tout leur budget qui concerne, n'est-ce pas, un certain nombre de produits vers les petites et moyennes entreprises. Tout dépend d'abord de la volonté politique, nuance d'autres observateurs qui soulignent que certains fonctionnaient sur la cour douce derrière les importations massives. En conseil de cabinet, l'UPMOTASE a proposé comme solution pour réduire les importations l'amélioration de la production dans les secteurs porteurs, la restructuration des secteurs des transports et des services et le renforcement des capacités des entreprises locales. Économie, évoquons à présent cette problématique liée à la modernisation des espaces marchands dans la capitale économique du Cameroun. À Ndokbassi 3, le marché qui est confronté à l'envahissement des emprises publiques par des commerçants. Malgré les multiples appels des autorités municipales, ces commerçants font la sourde oreille et pourtant un bras de fer risque d'être engagé dans les tout prochains jours afin de libérer les emprises publiques et améliorer l'aménagement de cet espace marchand. Reportage Innocent Abega et Xavier Foucault. Le marché Ndokbassi 3 dans le 3e arrondissement de Douala est en pleine effervescence et présente un visage différent des jours ordinaires. Des coups de marteau ci et là, des hangars et boutiques détruits, des marchandises transportées en toute tranquillité par les commerçants. C'est la conséquence du programme d'assainissement et du prolongement du dit marché. C'est la deuxième phase de la construction du marché. C'était prévu. Le maire a demandé à ce que les commerçants quittent, encore qu'ils y étaient à titre provisoire. Ils étaient informés que d'un moment à l'autre, nous allons continuer. Voilà pourquoi ce sont eux-mêmes qui sont en train d'enlever leurs choses. Ça veut dire qu'ils sont conscients que c'est la deuxième phase qui doit continuer. Rentrer dans l'espace prévu pour les accueillir. Et déjà, des problèmes d'octroi et d'occupation des comptoirs. Le représentant du marché, c'est lui qui nous a dit qu'on prend place ici, là, dans le nouveau marché. Nous entrons maintenant dans le nouveau marché. Tout est occupé par les noms et on ne voit personne sur le comptoir. Tu mets tes épices ici, on dit enlève, c'est ma place, tu vois que le nom. Enlève, c'est ma place, tu vois que le nom. Tu ne vois personne. Tout le monde est dehors. Toi qui veux une place, tu ne vois pas de place. C'est tout occupé par les noms. Nous, quand nous sortons d'ailleurs, là, nous n'avons pas de comptoir. Et il nous interdit de vendre dehors. C'est un commerçant ambulant qui voudrait obtenir un comptoir, déplore la cherté des dix comptoirs ou des boutiques prévues pour les accueillir. Nous sommes là depuis le matin, sous le soleil. On nous a cassé dans l'ancien marché, on dit on va construire. Et les boutiques que vous voyez là derrière nous sont tellement chères, nous n'avons pas assez de moyens
pour s'emparer une boutique. Même si nous nous réunissons au moins 10, 15 coiffeuses, on ne pourra pas s'en sortir parce que c'est tellement cher. Et nous demandons juste que dans le nouveau marché qu'ils sont en train de prévoir, qu'ils fassent des boutiques accessibles pour tous ceux qui n'ont pas assez de moyens pour s'installer dans le marché qu'on a construit. À ces préoccupations, les responsables prévoient des solutions. D'une part, la possibilité pour plusieurs d'occuper ensemble le même espace et d'autre part, le paiement par tranche. Les commerçants dans leur ensemble saluent cet aménagement qui, d'après eux, saura contribuer au développement du coin. Je vous le disais en titre, nous sommes à une semaine de la fête de la jeunesse et ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes, confrontés au décrochage scolaire, faute de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils ont été contraints d'effectuer des travaux champêtres dans la région de l'Ouest et là-bas, ces travaux agricoles sont loin de leur donner des revenus nécessaires pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Ces jeunes désœuvrés racontent leur calvaire dans ce reportage que signent Jacques Molland et Gladys Sidi. Ce reportage sur la sous-scolarisation des jeunes a été réalisé dans la région de l'Ouest, dans les départements des Bamboutos et de la Menois, dans les villages Batiam, Bangang, Baleseng, Galim et bien d'autres. Dans ces localités, tous les jeunes n'ont pas accès à l'éducation. Les parents déclarent avoir dépensé énormément d'argent pour les aînés qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Conséquence, les plus jeunes, au lieu d'aller à l'école, passent leur journée dans les champs pour gagner un peu d'argent. Ce que nous faisions ici, c'est le manœuvrage. Nous nous retrouvons ici à cause de la souffrance de nos parents et la pauvreté de nos parents et le manque d'emploi. Nous avions des aînés qui ont beaucoup fréquenté et qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de travail. Et cela décourage nos parents de nous envoyer à l'école. Nous ne sommes pas fiers de faire cela. Nos parents sont déjà découragés parce que nos aînés qui ont fréquenté n'ont pas de travail. Nous voulons que l'État fasse quelque chose pour la jeunesse. Ces jeunes, en majorité des filles, dont l'âge varie entre 14 et 20 ans, travaillent pratiquement durant 10 heures d'horloge dans les champs et reçoivent 1000 francs CFA en fin de journée. Le travail consiste à cultiver, sacler et à semer. Dans les champs, nous sommes parfois menacés. Parfois même on diminue l'argent, disant que nous avons mal travaillé. La journée commence de 6h à 16h. Et on nous paye 1000 francs la journée. Tout l'argent nous sert de s'occuper de nos petits besoins. Les conséquences de ce travail forcé des enfants sont nombreuses. Quand moi je regarde comme ça, là, ça m'inquiète beaucoup. Dans le Pambé, ce qu'on appelle le manœuvrage des enfants, des fois ils partent au Pambé, comme ça ils travaillent. Des fois on gagne même leur argent, on ne leur paye même pas. Ils peuvent avoir des risques quand ils sont sur la moto, des fois serrés à 5, 6 personnes sur une moto pour aller travailler. Ces grossesses précoces, il y a beaucoup, ils sont exposés à beaucoup de risques. Ils se retrouvent ici parce que les parents n'ont plus de moyens pour payer leur scolarité. Beaucoup ont eu des diplômes. Ils sont au quartier avec les parents. Il y a d'autres qui ont déjà 50 ans, leur diplôme est déjà grillé. Ils ne peuvent plus rien aujourd'hui. Et ils sont au quartier, ils parlent là. Beaucoup même dans des quartiers, les hommes sont des voleurs. Et les femmes se débrouillent comme ça avec la houe pour manger. C'est donc une jeunesse désœuvrée et en perte de repères, sous-scolarisée et déscolarisée qui appelle à l'aide. Nous interpellons les pouvoirs publics de faire quelque chose pour nous, la jeunesse. En dehors de la région de l'Ouest, plusieurs autres régions du Cameroun sont concernées par la sous-scolarisation des jeunes, surtout des filles, qui sont moins scolarisées que les garçons. Vous l'avez suivi, le rêve d'épanouissement social s'est brisé dans ce pays où les conditions de vie et de travail sont intenables, notamment pour des jeunes vendeurs à la sauvette. Dalastana et Xavier Foucault lèvent le voile sur les réalités auxquelles sont confrontés ces jeunes Camerounais dans la ville de Douala. Reportage. Les différents marchés, comme ici au marché Nkoulouloun à Douala, sont pris d'assaut par des jeunes. Ils s'affairent dans le petit commerce et autres activités connexes pour des raisons diverses.
Bon, le fait qu'il y ait le chômage, manque d'emploi, bon, c'est un peu ça. Si vous nous voyez venir se battre, c'est parce que ça ne marche pas. Pays, rien ne va dans le pays. Ce ne sont que les enfants des riches qui progressent. Nous, le bas peuple, nous sommes dans la souffrance. Moi qui vends l'eau, ça fait 9 ans que je fais dans ça. De bonne heure, et ce durant toute la journée, ils proposent leurs marchandises aux potentiels clients. Ambitionnant faire d'autres métiers plus valorisants ou plus prometteurs, ils se retrouvent pour la plupart à faire la vente à la sauvette. À chaque jour, il faut qu'on sorte très tôt pour aller trier la friperie et se défendre comme vous voyez là. Nous, on fait dans la friperie. Mon rêve, c'était de devenir médecin. Je suis allé à l'école pour ça. Mon rêve est parti dans l'eau. Je ne pouvais jamais croire même que je pouvais être ici. Mais ce sont les conditions de la vie. Parce que rien dans le pays ne passe. Mon rêve était de devenir un grand journaliste. Comme eux, les rêves des milliers de jeunes Camerounais ont été brisés. Ce n'est pas faute d'avoir essayé plus d'une fois et sans succès des concours administratifs. Bien avant, j'ai présenté les concours un peu de partout au Cameroun, mais toujours est-il que c'est très compliqué. Certains se disent avoir été découragés face aux soupçons d'injustice qui entourent les concours officiels. Ce qui me concerne, jamais essayé de faire les concours parce que je vois d'autres qui font vraiment il y avait de très bons niveaux à l'école. Ils arrivent, moi j'en connais. Ceux qui n'ont jamais même fait des concours, ils sont à la maison, mais on les trouve en train de travailler. Les meilleurs concours au Cameroun, c'est pour les enfants lyriques, locus et les NAM. Mais pour envoyer les enfants des pauvres, c'est des machines comme l'école normale, les Nièges. Et même dans les Nièges, on finit même pour les employés, c'est 4 ans, 5 ans. Toutes les mesures annoncées ou mises en place par le gouvernement en faveur de la jeunesse camerounaise ne suffisent plus pour redonner espoir aux jeunes qui voient leur avenir hypothéqué. Il n'y a pas espoir, jusque-là il n'y a pas espoir. Je vous dire, quand on regarde l'avenir camerounaise, on se rend compte que nous sommes noyés. Si je vous dis qu'un jeune a la chance de s'en sortir au Cameroun avec la lutte que nous voyons ici, c'est que vrai, ils sont en train de mentir grand. Le changement qu'on nous dit tous les jours là, c'est seulement le mensonge, c'est seulement la propagande. Nous on n'a plus d'espoir, la jeunesse camerounaise n'a plus d'espoir. Nous on ne croit plus en eux. Quel qu'en soit ce qu'ils vont bien faire. La jeunesse camerounaise a perdu espoir. S'ils disent réussir à résoudre certains de leurs problèmes de base, tels se nourrir ou se vêtir, vendre à la sauvette, travailler avec des porte-tout ou vendre de l'eau glacée, est pour la majorité de ces jeunes le dernier geste de survie. Parlons à présent de l'arrondissement de Minta qui a mal à son développement. Cet arrondissement est situé dans le département de la Haute-Sanaga, une localité pourtant riche en ressources forestières, mais là où les populations, elles, n'ont pas de bénéfices liés aux retombées de ces exploitations des ressources forestières. Reportage Charles Melingui et Marcelin Gransop. C'est l'unique point d'eau de la ville de Minta, là où toute la population se ravitaille pour ne pas mourir de soif. Nous avons un manque criard d'eau. Le seul forage que nous avons actuellement, c'est le forage que le Côte-Co a mis chez le sous-préfet. Heureusement, monsieur le sous-préfet est très gentil, qui donne encore accès à la population d'avoir un peu d'eau, sinon on serait mort. À Minta, tous les autres forages sont quasiment en panne, obligeant les populations à cravacher dur pour avoir accès aux précieux liquides. Le recours aux sources et autres rivières est incontournable. Au problème d'eau s'ajoute l'indisponibilité de l'énergie électrique. Minta broie du noir depuis plusieurs années, au vu et au su de tous. Voilà exactement plus d'un an et demi, nous n'avons pas d'électricité. Et voyez-vous, sans électricité, sans eau, vraiment c'est difficile. Le recours au groupe électrogène est l'unique issue de secours pour ceux qui exercent quelques activités génératrices de revenus. Ça fait pratiquement 2 ans et demi, on court dans les 2 ans et demi, 3 ans, on n'a pas de courant d'électricité ici. On fait vraiment comme ça. Il y a le loyer du salon, la consommation du carburant, le loyer du groupe, la ration à la maison. Il y a même les impôts qui courent après nous chaque fin du mois. Et déjà, vraiment, nous sommes un peu découragés dans le métier parce que l'énergie, l'électricité nous manque vraiment. L'arrondissement de Minta est pourtant riche en ressources naturelles et notamment forestières. Mais leur exploitation ne profite pas toujours aux populations riveraines qui tirent constamment le diable par la queue. Ce ne sont que des gens qui viennent piller
la forêt, avec des notabilités du village, des petits amis. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir nous créer un forage avec les revenus de forêt? Le Camerounais veut la santé, le Camerounais veut de l'eau, le Camerounais veut l'éducation. Mais il y a des gens qui se permettent, avec des intérêts égoïstes, de bourrer leurs poches. Au contraire, les routes qu'ils ont trouvées qu'elles étaient au moins un peu opérationnelles, ils ont tout gâté. On n'a plus de routes. Quant aux projets gouvernementaux destinés aux jeunes, c'est un autre serpent de mer. Il n'y a rien, rien n'arrive, le suivi n'est pas là, les jeunes ne bénéficient de rien, alors qu'ils sont des agriculteurs. Aucun projet, quand bien même il y en aura, ce sont des petits amis d'un tel délégué, d'un collaborateur du délégué qui pourront profiter de ces projets. Ceux qui font vraiment le travail sont mis de côté. Autant de difficultés qui plombent le développement de Minta, malgré les efforts déployés par l'exécutif municipal, principal gestionnaire de la forêt communale, devenue la forêt de tous les espoirs. Si on nous a confié l'amélioration des conditions de vie des populations, nous devons aller au bout pour mériter leur confiance. Et nous pensons que les projets qui seront issus de ce partage des 30-110, tout le monde verra l'arrivée ou la réalisation de certains premiers projets de cette forêt communale. Située dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre, Minta a mal à son développement, 60 ans après sa création. Dur pour les plus de 15 000 âmes qui y vivent. Face à ces problèmes de sous-développement observés dans le monde rural, des responsables politiques de l'opposition souhaitent convaincre des Camerounais de sanctionner le parti au pouvoir durant les prochaines élections locales. Et de l'autre côté, le RDPC qui sensibilise ses militants et sympathisants afin qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale pour se préparer pour les prochaines échéances électorales. Reportage, Charles Melingui et Ike Cyril. Après son échec à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le Social Democratic Front, SDF, annonce son grand retour. Ceux qui pensaient que le SDF est mort, mais le SDF est plutôt ressuscité, au contraire. Le SDF revient en force, il est déjà revenu en force. Et pour dire aux jeunes de Mbangassina de prendre courage, de se mobiliser, d'entrer dans les élections, pas d'influence. Pas de trafic d'influence, pas de fraude comme cela s'est passé à Goura, où il y a eu plus de 100 morts et les gens allaient voter pour les morts. À Mbangassina, dans le département d'Umba-Mekim, le SDF bat le rappel des troupes. Une campagne de sensibilisation est organisée auprès des militants et sympathisants en vue d'une inscription massive sur les listes électorales. Le message que je fais passer aux jeunes de Mbangassina, c'est de leur faire comprendre que chaque jeune doit se faire enregistrer, doit avoir une carte d'électeur. Maintenant, pour gagner la bataille, il faut que chaque jeune doit être muni d'une carte d'électeur. Et je suis donc venu donner le message à toute la jeunesse de Mbangassina. De leur faire comprendre que la mairie ou le pouvoir n'a pas de catégorie de personnes. Qu'ils sachent que le pouvoir les appartient et que la politique c'est pour eux. Mais dans le Mba-Mekim, le SDF n'est pas seul. Le parti Univers et son associé, le mouvement 11 millions de citoyens, sont également sur le terrain. Pour l'heure, il prépare l'arrivée du coordonnateur national Cabral Libi, qui viendra lui-même lancer la campagne d'inscription sur les listes électorales. Les inscriptions proprement dites démarreront juste après le passage du leader du coordonnateur national du mouvement 11 millions de citoyens qui aura lieu dans les semaines à venir. Ce n'est donc après le passage du coordonnateur que les inscriptions proprement dites démarreront. Nous emploierons les mêmes stratégies que la dernière fois, c'est-à-dire descendre sur le terrain, descendre dans la périphérie de la ville, dans les périphéries, le porte-à-porte. En fait, c'est ça qui est prévu dans le cas des inscriptions. D'autres formations politiques, à l'instar du RDPC, du MRC, de l'ADD, sont également en compétition dans le Mba-Mekim. La bataille que ces partis se livrent pour le contrôle des électeurs rejoint les efforts de Elekam pour inscrire le maximum de citoyens sur les listes électorales. Nous travaillons avec l'ensemble de ces partis politiques qui sont représentés au sein de la commission de révision des listes électorales. Et la société civile aussi nous aide de temps en temps, après avoir recensé un certain nombre d'électeurs. Mais Elections Cameroun va plus loin
en invitant les partis qui siègent dans les commissions mixtes à jouer pleinement leur rôle afin d'éviter d'éventuelles contestations. Nous avons demandé aux représentants des partis politiques au sein des commissions mixtes dans chaque commune de participer de façon assidue au travail de la commission mixte qui consiste à inscrire de nouveaux électeurs, à distribuer les cartes, à veiller sur les mutations et les radiations effectives afin de limiter les plaintes inopportunes qui soulèvent souvent. La bataille pour le contrôle de l'espace politique fait rage dans le département d'Jumba-Mekim. Si les partis politiques rivalisent de stratégie sur le terrain, Elekam pour sa part vient d'organiser une rencontre multi-acteurs avec les mairies, les formations politiques, la société civile, dans le but de booster les inscriptions sur les listes électorales. Je vais aller à l'élection, tu n'as rien, d'un concours quelque part tu cours. C'est un début de semaine particulièrement difficile pour les usagers et automobilistes et habitants de la ville de Douala. Un tour cycliste organisé en plein cœur de la ville a occasionné d'énormes bouchons et des désagréments durant 2 jours. Les populations qui racontent leur calvaire dans ce reportage que signent Mitterrandam et Isabelle Carole Zoupet. La deuxième édition du Tour cycliste international de l'Espoir, qui a démarré le lundi 4 février par la ville de Douala, a transformé le quotidien des populations. Difficile d'aller d'un point à un autre, car plusieurs artères de la capitale économique sont barrées. Je suis fatiguée, je suis trop fatiguée, je suis fâchée, je ne voulais pas marcher à pied. Me voici que je force pour arriver chez moi. La voiture vient me laisser à rond-point. Je ne vois même pas le Benzikin qui peut me laisser au kilomètre 5. Je suis très obligé de marcher. Mon activité ne donne pas depuis hier parce que le tout cycliste est en train de freiner les activités. Parfois, il rentre avec 5 000, mais depuis hier, il se rentre avec 2 500. Cette deuxième édition du Tour de l'Espoir a entraîné d'importants embouteillages dans la ville, comme on peut le constater au lieu du feu rouge Bessengue. Même en optant pour le sens interdit, l'on n'est pas du tout épargné. Las d'attendre des heures, bon nombre de conducteurs ont abandonné véhicules et motos pour se déplacer à pied, comme la plupart des usagers. Donc, je suis à pied parce que je me suis garé au niveau de l'école publique à cause de cette course à laquelle je ne me suis pas préparé. Je suis sorti de la maison, je ne savais pas qu'il y a course. Et ça me pénalise. Ça nous emmerde hein, parce que ce coup-là nous est tellement perturbé. Avec notre petite économie, là, ça nous met en bas. On ne parvient même pas à trouver ce qu'on peut même manger. Ils sont nombreux qui déplorent la faible communication faite autour par les organisateurs. Vu la souffrance que la population endure depuis ce matin, tout le monde n'était pas préparé à rencontrer ce que l'on vit. Donc, je pense, à mon humble avis, qu'il est important qu'avant d'organiser ce genre d'événement, qu'on informe la population à l'avance. On s'est réveillé seulement comme ça, là. Subitement, on voit comment on est en train de barrer la route. Et après, on nous dit que c'est la cause de l'espoir. Bon, si on connaissait, c'est que quelqu'un pourrait s'organiser. Donc, ça nous a beaucoup perturbé. À côté de ceux qui fustigent les désagréments liés à l'organisation de cet événement, il y en a qui pensent tout le contraire. C'est une compétition internationale. Il faut être fier que l'État camerounais a pu organiser un truc, une compétition pareille. On ne peut pas aimer l'œuf et sa coquille. Ou on casse, ou rien. Donc il faut toujours organiser des pareils trucs pour découvrir aussi comment ça se passe, des pareilles organisations. Non, pour moi c'est plutôt une bonne chose parce qu'il y a la course. Je vends normalement comme il le faut par rapport aux autres jours. Après cette deuxième étape à Douala, la prochaine étape se déroulera sur l'axe Konsamba-Tchang avant de connaître son apothéose à Yaoundé. Partons à présent à l'étranger. Dans une dizaine de jours, des électeurs nigérians seront appelés à choisir le prochain président de la République fédérale. Et Muhammadu Buhari est engagé dans la campagne pour défendre son bilan, tant bien que mal, face à des adversaires politiques redoutables. On fait le point avec Eric Marcian-Djomo. La présidentielle du 16 février prochain au Nigeria promet d'être un choc de titans entre le président sortant Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar.
Muhammadu Buhari, sous les couleurs du Progressive Congress, tente durant cette campagne électorale de défendre un bilan jugé mitigé par une partie de la classe politique nigériane. Élu en 2015 face à Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari avait placé ses priorités autour de l'éradication de l'insurrection djihadiste et de la lutte contre la corruption qui gangrénait son pays. Âgé de 75 ans, Buhari a décidé d'accentuer son programme sur la lutte contre la corruption, contre la pauvreté et contre l'insécurité pour ce nouveau bail. En face de lui, Atiku Abubakar, investi par le Parti démocratique populaire, est présenté comme un challenger très sérieux. À 71 ans, il en est ainsi à sa 4e tentative dans une présidentielle, dont la première fut en 1992. Vice-président du Nigeria de 1999 à 2007, le richissime homme d'affaires a choisi de baser son programme sur la relance économique à travers la valorisation du secteur privé et la création d'emplois. Marié à plusieurs femmes, Atiku Abubakar est père d'une vingtaine d'enfants. La bataille entre les deux hommes se jouera essentiellement dans la partie nord du pays, dont ils sont originaires et qui représente un vivier électoral important. En dehors de la présidentielle le 16 février prochain, les Nigérians voteront le même jour les députés à l'Assemblée nationale et les sénateurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Arrestation des leaders du MRC. Alain Foguet décide d'arrêter de s'alimenter. Il entame sa 6e nuit de grève de la faim, selon Bibou Nissak, porte-parole du professeur Maurice Kamto, qui relève dans un post publié sur son compte officiel que le trésorier national du MRC est affaibli, amaigri à la suite de cette grève de la faim initiée afin de mettre la pression sur les autorités administratives pour la libération de toutes les personnes interpellées dans le cadre des manifestations organisées par le MRC. Et jusqu'ici, les autorités policières où sont gardés ces responsables du MRC n'ont pas confirmé ni infirmé cette information. Affaire Jean de Dieu Momo, maître Jean de Dieu Momo, l'opposition camerounaise exige des sanctions. Le SDF, à travers la voix de son premier vice-président, le député Joshua aussi, estime qu'il doit démissionner après des propos jugés inacceptables, inexcusables de la part d'un ministre irresponsable, selon les mots de Joshua aussi, qui dénonce ces propos antisémites graves prononcés par un membre du gouvernement et qui a déclenché un incident diplomatique entre l'État d'Israël et le Cameroun. Vous avez également suivi le gouvernement qui estime que c'est juste un responsable politique et non un membre du gouvernement qui s'est exprimé sur les antennes de la télévision publique. Le gouvernement qui a déjà présenté ses regrets à l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie, dans le débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours avec nos invités.